Bonjour à tous, c'est Karim Benani, c'est la deuxième saison de Click Sport. Et aujourd'hui, on a consacré cette émission à une légende de l'athlétisme mondial. Vous le connaissez forcément, celui qui fait ce geste, la foudre, Usain Bolt. On va se régaler pendant 1 heure avec nos deux invités. C'est parti. Un Click Sport consacré à l'une des légendes de l'athlétisme, Usain Bolt, le Jamaïcain. On va parler pendant 1 heure de la carrière de cet artiste de la piste. Et pour en parler, 2 artistes, chacun dans leur genre. On va commencer par Valentin Lavillenie, qui est avec nous, le perchiste français, 6e au dernier mondiaux de Doha. Et d'ailleurs, bravo Valentin, parce que ce fut un retour remarquable. Et on va parler dans un instant avec vous. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous parce que vous l'avez côtoyé, Usain Bolt, exactement, plusieurs fois en compétition. Et donc, votre regard sera intéressant. Et vous l'avez côtoyé de nombreuses fois, Nelson Montfort. On est ravis de vous accueillir sur Click TV, dans Click Sport, pour parler d'Usain Bolt. Vous l'avez interviewé, vous avez compté le nombre d'interviews que vous avez fait? Disons qu'en 10-12 ans, je ne sais pas, ça doit faire peut-être à raison de, je sais pas, de 7-8 interviews par an dans les grands championnats. Ça doit un faire peu moins de 100 fois. Voilà, c'est ça, une petite centaine de fois. Ouais. Ça pose un peu, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous êtes bien placé, vous êtes l'une des personnes idoines pour nous parler d'Usain Bolt. Alors justement, cette émission, la saison dernière, on l'attaquait de la même manière. On ne change pas une équipe qui gagne, on va attaquer de cette manière également cette saison. La première fois que vous avez entendu ou vu Usain Bolt. On va commencer avec vous, Valentin. Ça doit être plus récent, peut-être, pour vous, que Nelson. Vous l'avez rencontré, est-ce que vous vous souvenez de la première rencontre avec Usain? La toute première fois que je l'ai vu, je me souviens exactement, c'était à Ostrava en 2012. C'était mon premier meeting international. Et je marche pour aller manger, et l'ascenseur s'ouvre, je tourne la tête. Je continue de marcher, et en fait, je me bloque, je m'arrête, et je tourne la tête, et je dis « Waouh, Bolt ». Et c'est la toute première fois que je l'ai vu. J'ai pas l'habitude de prendre des photos avec des personnes, mais pendant tout le meeting, j'y ai pensé. Je dis, je suis obligé. Et le lendemain, avant de partir, je suis allé le voir, lui demander une petite photo. Pourquoi la photo? Parce que pourtant, c'est pas du tout votre discipline. Vous êtes perchiste, lui, il est sprinter. Malgré tout, ça va bien au-delà de la simple discipline du sprint. Il représentait l'athlétisme à cette époque-là. Exactement. Il a un tel aura que... On voit cette photo, alors ça c'est récent, mais voilà, à chaque fois que vous le rencontrez, finalement, il y a photo, quoi. Ah. Presque à chaque fois, exactement, ouais. Mais là, c'était la première fois, j'ai vraiment l'étoile dans les yeux. Tu te dis, waouh, c'est quand même... C'est Bolt, tu peux même pas appeler par son prénom. Tu te dis, c'est le roi. Donc là, j'étais obligé. C'est pas une question de discipline. Je pense que tu rencontres 2-3 personnes, tu es obligé de prendre des photos. Et pourtant, vraiment, comme je répète, c'est vraiment pas mon kiff de prendre des photos. Hein. Mais c'est Bolt. Nelson, pour vous, la première rencontre avec Bolt. Une photo ou pas? Oui, peut-être même une photo. Je suis un petit peu... Non, moi, les photos, j'y vais au coup de cœur. Donc voilà, là, on a pris une photo ensemble juste avant le début de l'émission. Je pense que, je crois en préparant, Karim, ça doit remonter effectivement à 2007, qui étaient donc les mondiaux d'Osaka au Japon, 1 an avant les Jeux de Pékin, où donc il avait donc terminé médaille d'argent du 200 mètres. Ça doit être là. Il est super jeune, il a 21 ans à cette époque. Voilà, exactement. Oui, mais alors vous avez sûrement constaté l'un et l'autre. Je trouve que physiquement, pendant ces 10-12 années de carrière, il n'a pas trop changé physiquement. Il y a des athlètes qui récemment, oui, parce qu'il a arrêté sa carrière. Oui. Donc nous, on l'a vu à Marseille il n'y a pas très longtemps. Il a un peu changé. Peut-être un peu empâté, je ne sais pas. Un petit peu, mais c'est vrai que pendant les 10-12 ans de sa carrière, il n'a pas trop changé. Et puis donc après, effectivement, après Pékin, il est devenu la superstar mondiale de l'athlétisme dont vous venez de parler. Et donc effectivement, les rencontres se sont poursuivies jusqu'à une sortie de piste un peu plus triste à Londres 2017, au championnat du monde, où il a terminé 3e de mémoire. Et il a calé, était-ce peut-être sur le relais, je ne sais plus, sur le relais jamaïcain. Il a calé sur une ligne d'arrivée. Le bâton n'est pas arrivé jusqu'à lui. Bon, c'est vrai qu'on rappelle à ceux qui ne connaissent pas forcément très bien la carrière de Bolt,
tout le monde, c'est rare, Ils sont rares, effectivement, oui. mais il a arrêté sa carrière en 2017 à l'issue de ses mondiaux à Londres, donc un peu plus de 2 ans maintenant. On va poser son palmarès dans un instant. Avant cela, on va l'écouter. Il a donné une interview à Mouloud Achour il y a quelques années maintenant, avant qu'il raccroche les pointes, on dit, c'est ça? Exactement. C'est ça, les pointes sur la piste. Alors, quand on va l'écouter, évidemment, on a l'impression que tout est facile pour lui parce que c'était le meilleur sprinter de la planète, peut-être l'un des meilleurs de l'histoire, mais on va bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de boulot derrière ça. C'est un travail de longue haleine. Il faut avoir du talent pour être un coureur. Il faut travailler dur et s'entraîner. C'est vraiment pas facile. Ça peut paraître simple comme ça, mais derrière le rideau, c'est vraiment dur. Valentin, vous qui êtes sportif de haut niveau, vous qui pratiquez l'athlétisme au haut niveau, confirmez-nous ça. Ces athlètes-là, qui sont des légendes, je parle de Bolt, mais il peut y en avoir d'autres, on parlera de Carl Lewis dans un instant, ce sont aussi des monstres de travail, peut-être plus que les autres aussi, ou pas? Je pense encore plus parce que au fil des années, tu as une image et tu as un rang à tenir. Et c'est dur d'arriver au premier. Tout le temps. Mais là, il faut rester. Ils sont 10, 20, 50, 100, voire 1000 à prendre ta place. Donc, tu n'as le droit, plus le droit à l'échec. Tu es attendu à chaque fois. Nelson, vous avez cet œil et ce regard de journaliste. Vous les avez côtoyés, vous les avez vus débuter, vous les avez vus raccrocher. Tout au long de cette carrière, vous avez dit physiquement, il n'a pas changé. Mais est-ce que dans l'investissement, avant des courses, après des courses, vous sentiez toujours la même envie, cette même envie de réussir? Je partage tout à fait ce que vient de dire Valentin. Sous une apparente, on va dire, nonchalance, se cache un travail terrible avec notamment son coach de toujours, là, dont le nom m'échappe, mais vous allez m'aider à le retrouver. Pas sûr. Vous avez 50 minutes pour ça. Ah, c'est le premier petit quiz de l'émission. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est un travailleur très fort. Et c'est vrai que cette apparente nonchalance cachait un travail énorme. Quant à son caractère, ça aussi, autant je trouve que physiquement... Glenn Mills. Bravo. J'ai mis 1 minute 30, mais heureusement qu'on l'a met dans l'oreillette. On l'a soufflé. C'est la magie de la télé. Bravo. En tout cas, Mills a été son coach de toujours. Et c'est vrai que c'est un tandem qui a fonctionné de façon formidable. Alors autant, effectivement, physiquement, je trouve qu'il n'a pas changé. Autant au point de vue caractère, je pense quand même que malgré tout, au fil des ans, il s'est senti investi d'une mission j'allais dire de tsar. C'est un peu de tsar de l'athlétisme. Et Valentin peut me confirmer que notamment les meetings avec Bolt ou sans Bolt n'étaient pas du tout la même chose. On explique ce que sont les meetings pour les non-initiés. Ce sont des courses qui comptent dans un classement. Peut-être Valentin expliquer ce qu'est un meeting. En dehors des mondiaux ou en dehors des Jeux Olympiques. Énormément. C'est les compétitions qui nous amènent à préparer les championnats. C'est toutes les compétitions qui ne décernent pas de titre, champion d'Europe, olympique ou du monde. Donc c'est tout au long de l'année, on a des meetings. Des compétitions qui vous permettent de gagner de l'argent aussi. Et pas n'importe lesquels. Parce que les meetings comme Zurich, Monaco, etc. sont des meetings vraiment... Paris, surtout Bolt, il n'allait pas courir n'importe où. Logique, parce qu'à un moment donné, comme on dit, on gagne notre argent. Et Bolt gagnait beaucoup plus que tout le monde. Donc pour en faire venir, il fallait payer beaucoup plus. Mais il remplissait les stats. Mais les autres athlètes en bénéficiaient. Voilà. Et quand il venait, il coûtait rien au meeting parce que... Si Bolt vient, il y a beaucoup plus de sponsors. Tu dis, il y a Bolt, au lieu de donner 50 000, tu donnes 200 000. D'accord. C'est à peu près ça. Je n'ai pas les montants, mais c'est quelque chose comme ça. En fait, les perchistes pouvaient bénéficier de la participation de Bolt dans un meeting. Parce qu'il y avait plus de personnes, donc plus d'ambiance. Donc au final, tout le monde est gagnant. Regardez le palmarès d'Usain Bolt, un palmarès exceptionnel. Oui. On va le détailler. 3 records du monde, encore actuels. Les 3 plus beaux du sprint mondial. 9 secondes 58 au 100 mètres, 19-19 au 200. Le record avec la Jamaïque du 4x100. 8 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques. 9, mais une médaille a été retirée parce que l'un des relayeurs jamaïcains en 2008 avait été contrôlé positif. Donc ce que je trouve d'ailleurs un peu injuste, parce que malgré tout, je veux dire, c'est toute l'équipe qui est pénalisée à cause de la faute d'un, mais bon... Surtout quand on connaît le vivier... Oui, et surtout en plus, un an après, en plus, une histoire... Exactement. C'était récemment, effectivement, en 2017. Et puis les titres mondiaux à l'appel pour Bolt. Ce qui est intéressant, et là on ne le voit pas ici, vous parlez de la première rencontre, Nelson, avec lui en 2007 à Osaka. En 2005, il est très jeune, il a 19 ans, et il rentre déjà en finale mondiale, c'est à Helsinki, en 2005, je le disais, sur 200 mètres, il termine 8e ce jour-là. Personne... Valentin n'était pas né. Vous n'étiez pas né, effectivement, Valentin, moins légèrement. 2005. Mais 8e à 19 ans, il a tout de suite, on parlera de sa jeunesse dans un instant, mais tout de suite,
éclater tous les chronos finalement en étant très jeune. Très vite, on s'est aperçu que ça allait être l'une des stars de l'athlé mondial. Oui, donc au final, quand il est arrivé et qu'il a fait des gros chronos, on n'était pas surpris parce qu'on l'attendait depuis très longtemps. Voilà, depuis très longtemps. Quand cadet, il est champion du monde junior. Il est surclassé, ça veut dire, non? Il est surclassé, donc il court avec des garçons qui ont 2 ans de plus que lui. Et lui, il avait un gabarit, vraiment, c'était un bébé à côté, vraiment. Et sauf qu'il sort de ce virage, tu dis waouh. Et dès son plus jeune âge, tu étais forcément ébahi devant un tel talent. Je vais vous montrer un autre tableau, les temps de passage sur 100 mètres. On disait qu'il avait le record du monde, 9,58, établi en 2 minutes à Berlin. Regardez, ça avait commencé avec Jesse Owens dans les années 30, avec 10 secondes 2, qui est un record très beau, hein, très, très fort déjà à l'époque. Et regardez, il a considérablement abaissé cette marque et ce temps de passage. On reparlera de Carl Lewis dans un instant. 9,86 pour Lewis, 9,58 aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, Nelson, vous, avec votre expérience, que ce record sera battu bientôt? Les records, naturellement, ont vocation à être battus. Donc, je pense que, oui, je pense que ce record sera battu un jour ou l'autre. Il y a certains records, notamment dans l'athlétisme féminin, qui me semblent plus difficiles d'accès. Je pense notamment au 10,49 de la regrettée Florence Griffiths sur 100 mètres. Mais je pense enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Valentin, mais je pense que le record comme d'ailleurs le record historique du saut en longueur de Mike Powell, qui date quand même de Tokyo 91, je pense sera battu. Et celui-là, je pense qu'il sera battu peut-être dans les... Oui, je pense, tu es de cet avis. Oui, bientôt. Il n'y a pas de record, en dehors de quelques records controversés, on va dire. Enfin, voilà. Je pense que tous les records, plus ou moins, sont faits pour être battus. Vous êtes d'accord, vous, Valentin? Je suis d'accord. Et j'espère que ça va arriver. On est là pour ça. Après, le 100 mètres, je pense qu'il va être battu. Le 200 mètres... Ouais, 19, ouais, ça m'impressionne beaucoup plus. Hein, c'est quand même beaucoup plus fort. Mais et d'ailleurs, pardon. J'espère qu'un jour sera battu, les deux. Bolt lui-même me disait dans les interviews qu'il avait plus d'affection pour le 200 mètres que pour le 100 mètres. Il me disait souvent ça parce qu'il a commencé en fait par le 200 mètres et il dit « It means less for the crowd ». C'est moins important pour le grand public. Le 100 mètres, c'est peut-être ce qu'il y a de plus... la plus grande course, mais que lui, le 200 mètres, il trouvait que c'était la course où il se sentait le mieux. Sachant que parfois, il faisait même du 400 mètres. Oui, exact. Il était plus fier. Il était plus fier lui-même de ses records et de ses titres au 200 mètres que sur 100 mètres. Justement, on a montré tous ces records établis. On reparlera de Carl Lewis dans un instant. Est-ce que vous le considérez comme le plus grand sprinter de l'histoire, vous, messieurs? Valentin? C'est difficile de répondre à cette question, hein. Parce que les époques sont différentes. Ben moi c'est mon époque, en fait. Donc, c'est plus dur pour moi de parler. J'ai connu vraiment Bolt et j'ai pas vraiment connu avant. Donc, pour moi, c'est le plus grand. Si après, on prend toute l'histoire, je pense que... En mettant de côté les records, évidemment. Il y a deux choses. Parce qu'il y avait la barre symbolique du 100 mètres. Celle-là a été égalée et battue en juin 1968. Alors là, vous n'étiez vraiment pas né. Alors, là, vous ne faites vraiment pas votre âge. Hein. Donc, en juin 1968, aux sélections US à Sacramento, en Californie, où Jim Hines, USA, donc, a été le premier homme à 10 secondes 00, 9,9 manuel. 4 ans avant, il y avait eu Bob Hayes, qui était également un immense sprinter. Ce que je veux dire, c'est que le sprint américain et jamaïcain, a toujours eu des immenses champions. Et les barres symboliques, même si elles remontent à un peu plus de 50 ans, il ne faut pas les jouer. 10 secondes, ça représentait quelque chose d'absolument énorme, quoi. Comme le 50 secondes sur 100 mètres en natation, quand il a été battu pour la première fois. Alors après, là, je partage en revanche tout à fait ce que vient de dire Valentin sur le plan du charisme, sur le plan de celui qui aura laissé le plus grand souvenir. Il est évident que, je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Vous consacrez une émission au plus grand, au plus grand sprinter de l'histoire. Est-ce que lui se considère comme une légende? Écoutez sa réponse. Alors c'est important de situer cette interview qui a été faite avant 2016. Donc voilà, il n'a pas encore tous ses records, enfin toutes ses médailles, mais il est en passe de devenir le plus grand. Écoutez. J'aimerais dire oui, mais c'est plus aux fans et aux médias de répondre, de dire qu'effectivement Usain fait partie des grands, mais j'ai encore un peu de travail pour devenir aussi exceptionnel. Alors je continue de courir, de dominer, de gagner. J'espère que dans quelques années, je serai capable de dire de moi que je suis comme Ali, Jordan et tous les autres.
Alors, il parle d'Ali, Jordan et tous les autres, donc Zidane, on peut situer Maradona, Pelé. Ce sont des légendes du sport et dans chacun dans leur sport respectif. On voit ici en boxe, basket ou encore en foot. Qu'est-ce que cela lui inspirerait d'être dans le panthéon de ces légendes-là? Écoutez-le. Quand tu entends ces noms, c'est juste waouh. Ces mecs ont fait les plus belles choses de l'histoire du sport. Et oui, j'aimerais devenir comme eux. Quand les gens parlent de sport, j'aimerais qu'ils disent Usain, Jordan et tous ces mecs dans la même phrase. Exactement. You know what I mean, you know what I'm saying, Usain. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on dit il mesure combien? Jordan, Ali. Il paraît pas très grand. Ah ouais, Bolt est très grand. Oui, c'est vrai qu'il est très grand. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les sprinters, d'ailleurs. C'est vrai, ils sont plus trapus, finalement. Ouais. J'aurais pu faire un petit sprint. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit, dans le vocabulaire général, Bolt, Ali, Jordan, est-ce qu'on le met dans cette catégorie-là, aujourd'hui, Usain Bolt? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Enfin, Mohamed Ali, je crois que c'est un peu différent. Lui vraiment dépasse il a une stature politique aussi. Il a une voilà, exactement. Je pense que Mohamed Ali est probablement le plus grand. C'est difficile de dire le plus grand des plus grands, mais enfin, il dépasse le sport. Il l'a dit lui-même. Je pense que oui, modeste, mais également très gentil. Mais le temps qui nous est imparti ne permet pas de développer, mais quelqu'un de vraiment de très profondément humain et vraiment un très gentil, une très belle personne. Mohamed Ali. Mais je pense que derrière Mohamed Ali, je pense que Bolt est arrangé avec Jordan, etc. Je veux dire, Woods peut-être en golf. Bien sûr, voilà. Vous êtes d'accord, Valentin? Nadal, enfin c'est indéniable. C'est indéniable. Je pense. Non, il n'y a pas bataille là. Est-ce qu'on met aussi Carl Lewis dans cette catégorie-là? Je pense que oui. Alors oui. Alors là, je prends juste la parole une seconde, c'est que Valentin dira son opinion. C'est qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. C'est que Carl faisait également le saut en longueur, où il est, je crois, 4 fois médaillé d'or olympique. Je ne veux pas dire de bêtises. 4 fois médaillé d'or olympique. Il a plus de médailles que Bolt. Forcément, parce que et là, je sais que Bolt, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, a été mesuré à 7,59 m en saut en longueur. Voilà. Ce qui est déjà une belle marque. Sur de l'entraînement, arrondissons à 7,60 m, ce qui est quand même correct. Donc on peut se dire que s'il avait peut-être poursuivi dans cette voie, peut-être que... Mais là, c'est vrai qu'il y a ce petit manque... Ce qui les rassemble, c'est le 100 mètres, finalement, les deux. Le 100 mètres, le relais, le 200, et Mais justement, Carl Lewis était invité de l'émission Click sur Canal il y a quelques mois maintenant. Et il parlait de ce statut de légende, justement. Écoutez-le. Oui, c'est intéressant quand même quand on commence en tant que jeune sportif. Et puis, moi, j'ai commencé à 8 ans. J'étais petit, j'ai jamais pensé que je représenterais grand-chose en sport. Moi, ça m'amusait. Puis, c'était un peu une affaire familiale. Et puis ensuite, je suis allé gagner une médaille olympique. Et puis, une médaille d'or. Et puis, c'est revenu 4 fois. Et surtout au saut en longueur. On peut même pas imaginer ça. Pour avoir rencontré les deux, du coup, j'étais sur ce plateau-là pour avoir rencontré Carl Lewis et puis on avait rencontré Usain Bolt ensemble à Marseille il y a quelques mois, Valentin. J'ai noté beaucoup de différences finalement entre les deux, mais il y a quelque chose qui les rassemblait. Tu parlais d'aura, Valentin. C'est vrai qu'ils dégagent quelque chose d'incroyable, presque mystique. C'est effectivement leur carrière qui leur a donné tout ça. Donc c'est pour ça que personnellement, même si on ne me pose pas la question, mais je vais y répondre. Si on vous pose la question. Posez-moi cette question. Je les intègre tous les deux évidemment dans cette catégorie de légendes. Ouais. Ce sont des légendes vivantes de leur sport, de leur discipline, et ils ont effectivement cette aura qui permet de mettre une certaine distance avec eux. C'est ce que vous aviez ressenti, j'imagine, en le côtoyant plusieurs fois, Valentin. Exactement. C'est une personne inspirante et en plus il attire vraiment la sympathie. Donc non, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, les deux sont même au même rang. C'est deux légendes vivantes, mais retraitées. Mais ce sont deux grandes légendes et deux belles légendes. Parlons de sa personnalité. Nelson, vous allez confirmer, j'imagine, les sprinteurs, de manière générale, provoquent leurs adversaires. Et ils sont pour la plupart, mais je pense à Maurice Green, l'Américain, qui était dans la provocation, Justin Gatlin également. Lui, il était à l'opposé de cela. Il faisait le show, alors parfois avec son fameux geste, comme celui-ci, avec l'arc. Il amusait la galerie, il aimait bien se recoiffer avant un 100 mètres. Ça, il détonnait vachement par rapport aux autres sprinteurs. Je crois que c'est la raison pour laquelle, et je pense que Valentin ne contredira pas, qu'il était très aimé en fait de ses adversaires. Il
aurait pu y avoir peut-être des rivalités. Parfois, les rivalités peuvent être assez dures. Mais non, Usain était très aimé de ses adversaires. Et même de Gatlin, qui a été vraiment son adversaire numéro 1 sur les quelques dernières années. Gatlin, qui quelquefois a eu un peu mal à partir avec, avec ce que vous savez, des contrôles, etc. Il a été interdit pendant 5 ans. Il est revenu. Vous vous souvenez à Londres, des mondiaux de Londres 2017. Gatlin était un peu sifflé par le public et c'est Bolt qui demandait au public de... Et du coup, à la pour fin, la dernière sortie de Bolt. Et du coup, il était applaudi. Ça, c'est l'image d'Usain Bolt que je retiens. C'est vraiment d'un très gentil garçon, très fair-play, et qui n'était jamais dans la provocation, et qui surtout, n'était jamais, contre ses adversaires. Il y avait toujours un grand respect. Il était plus en communion avec le public. Voilà. En opposition avec ses adversaires. Exactement. Il était vraiment là pour... il faisait des fois, juste la piste, et le public, les adversaires, ils étaient là, mais... En fait, il était finalement, et écoutez-le, naturel en course. Oui, ça fait partie de ma personnalité. Les fans viennent me voir pour ça. Ils prennent du plaisir à me voir faire des trucs dingues et ils passent un beau moment. Alors pour moi, c'est juste du bonheur. Il le disait, vous sentiez cette différence, vous, Valentin, quand il était là et quand il n'était pas dans le stade, entre deux compétitions? Bien sûr, c'est un l'ambiance était électrique, j'imagine, quand Bolt était là. Exactement. Et vraiment, quand Bolt était là, le stade s'arrêtait. Même vous, en compétition, c'est vrai? Vous le regardiez courir, vous le regardiez... Ça dure moins de 10 secondes, de toute façon. Ça va vite, finalement. C'est une bonne remarque. T'as à peine le temps, si tu peux pas louper, si tu loupes le départ, t'as loupé la fin, en fait. Bah oui. C'est ça le problème. Non, mais oui, vraiment, tu es obligé de t'arrêter pour regarder ça. Et souvent, c'est calculé pour que ce soit à la fin, donc il n'y ait plus grand-chose dans le stade, et que le show soit... tout entier consacré à lui. Et vous, Nelson, quand vous faisiez ces interviews bord-terrain avec Bolt, est-ce que vous aviez ressenti la même électricité pour d'autres athlètes ces dernières années autour de vous? Déjà, ce que je tiens à dire sur le plan des interviews, c'est que c'est en plus d'autres de ses qualités, c'est un garçon intelligent. Charmant. Ce que je veux dire par là, charmant, on l'a dit, performant, ça va de soi, mais également intelligent. C'est que ces athlètes, y compris les athlètes américains, enfin jamaïcains, américains, etc., savent ce qu'ils doivent à l'Europe, parce que l'athlétisme est beaucoup plus implanté en Europe qu'il ne l'est aux USA. Par conséquent, il savait très bien qu'il était important de s'arrêter à la télévision française, allemande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, que sais-je, parce que encore une fois, c'était un petit peu, je ne vais pas dire son gagne-pain, mais enfin, par rapport à l'impact du sport, de l'athlétisme aux USA, il avait compris l'importance des médias. Très bien. Et il s'arrête. Alors après, s'établit un rapport plus ou moins de confiance, etc. Mais quand il me disait « Ah, my French friend », ça me faisait évidemment plaisir, bien sûr. C'est vrai que souvent, on sentait le sourire lors de ces interviews-là. Il y avait une reconnaissance de visage. C'est-à-dire, franchement, ça me faisait évidemment très, très plaisir. Parlons de la jeunesse de Bolt. C'est toujours intéressant d'ailleurs de connaître les origines d'un athlète aussi prestigieux d'une légende, tout simplement. Je le disais, il est né en 1986, en août 86, en Jamaïque, bien sûr. Ses parents étaient gérants d'une épicerie locale dans le village dans lequel il est né. Alors, il aimait l'athlé, mais il a surtout commencé par le cricket. Alors, il est foot, et on reparlera de son amour pour le foot, et notamment du club de Manchester United, et de ses aptitudes plus ou moins bonnes dans le foot. Ça, c'est vous qui pouvez en parler. Ouais, ça, je pourrais en parler un peu mieux. Le cricket. Et finalement, c'est son entraîneur de cricket qui lui a dit, écoute, fais de l'athlète, tu vas beaucoup trop vite, tu cours très vite, donc il faut que tu fasses de l'athlétisme. Et finalement, c'est grâce à son entraîneur de cricket qu'il a bifurqué. Parlons de sa relation avec ses parents, et puis je viendrai vous chercher là-dessus, Valentin, parce que c'est important aussi de connaître votre sentiment et ce que vous avez vécu, votre vécu personnel, vous qui êtes athlète de haut niveau. Écoutez sa relation avec sa maman et son papa. On ne pouvait pas échapper à ma mère, ni à mon père. J'ai toujours été proche de ma mère. Elle me gâtait, donc j'avais pas de problème avec elle. Mais mon père, lui, son truc, c'était la discipline. On ne pouvait pas échapper à mon père. D'ailleurs, si on avait essayé, c'était même plus la peine de rentrer à la maison. Ouais, c'est pour ça qu'il courait très vite, peut-être aussi, Usain Bolt. Valentin, c'est compliqué de partir très vite de chez soi quand vous avez décidé de devenir athlète de haut niveau, où vous avez en tout cas pour objectif de le devenir, avec des résultats quand vous êtes très jeune. La distance, le manque sont difficiles. Lui, il est jamaïcain, il a dû partir très loin, très vite, très jeune.
Moi, c'est un petit peu différent parce que je suis jamais parti vraiment seul. J'ai eu la chance d'avoir un modèle qui était mon grand frère. Renaud, bien sûr. Et quand je suis parti vraiment chez mes parents, c'était pour le rejoindre, qui lui avait déjà fait ses preuves. Donc je me suis jamais retrouvé bien seul et au contraire, il a pris un grand rôle. Il a été plus que mon grand frère par moment. Donc j'ai pas eu vraiment ce souci-là, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, quand tu te retrouves seul loin de ta famille, des fois à l'autre bout de la France, des fois à l'autre bout du monde, des fois, au bout d'un certain temps, ça commence à manquer. Donc ça peut te permettre de te construire et de te battre pour quelque chose en plus. Vous parliez de la relation avec son entraîneur. Finalement, parfois, ces entraîneurs-là sont des deuxièmes pères, finalement, pour ces athlètes-là. C'est la même chose pour Lewis. Lewis aussi a été accompagné pendant toute sa carrière par le même entraîneur, on va dire mentor, et souvent père de substitution. Vous avez tout à fait raison. Et là, avec Mills, c'est tout à fait le cas. D'ailleurs, on voyait rarement l'un sans l'autre, sauf que, c'est vrai... Et c'est un vrai tandem, un vrai duo très touchant. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut même voir sur d'autres sports. Bien sûr. Je me souviens notamment en ski, voilà, c'est souvent aussi, tennis, absolument. Tennis, Raphaël Nadal et son oncle Tony. Oui. Et bon, et quel palmarès. Oui, on connaît plus son oncle finalement que le père de complètement, Raphaël Nadal. Complètement. Complètement. On a beaucoup plus absolument. Tony Nadal que son propre papa. Écoutez encore cette interview, et ça c'est assez drôle. Mouloud Achour lui pose la question, est-ce que votre maman est sur les réseaux sociaux? Écoutez la réponse de Bolt, magique. Elle a demandé d'être mon amie sur Facebook, mais j'ai refusé. C'est un peu bizarre d'avoir sa mère comme amie sur Facebook. Est-ce que tu imagines de voir que des potes deviennent potes avec ta mère sur Facebook? Je ne vais jamais sur sa page parce que je sais qu'elle est amie avec mes amis. Je ne veux rien savoir. C'est génial, ça. Il veut pas voir c'est une bonne question en plus. Ses amis sont amis avec sa maman sur les réseaux sociaux. Parlons de son image, et on va regarder une séquence qui est incroyable. Il est tellement puissant, Usain Bolt, on parlait de légende, tellement puissant qu'il a forcément un jour dans sa carrière été confronté à d'autres puissants. Regardez. Nobody's ever been faster than this guy. Ever. Of all the billions of people. Hold on a second. Wait, should we get a pose here? Yeah. Come on, man, show me. Oh, there it is. Wait, I gotta make sure my feet are erect. Nelson, elle est peut-être là la réponse à la question que je posais tout à l'heure. Est-il une légende? Ils sont très peu à rencontrer l'homme le plus puissant de la planète à l'époque. Mais qui est le plus fier des deux? Je sais pas, je pense que c'est Barack. Je pense que c'est Barack. C'est peut-être Obama qui. Je sais pas. C'est vrai, j'ai cette impression aussi. Je crois que la réponse est dans la question. Intimidé. C'est Obama qui semble être un peu intimidé devant Bolt. Quelle victoire pour lui qui sort d'un tout petit village en Jamaïque, 3 millions d'habitants en Jamaïque, rencontrer l'homme le plus puissant de la planète à ce moment-là et qui en est fan. Elle est aussi là la victoire de Bolt, au-delà de tous ses records et de toutes ses. Oui, et puis il y a aussi une chose. Alors, Valentin a la chance de pratiquer ce sport. L'athlétisme est le sport le plus universel. Je veux dire, c'est que tout le monde peut courir à 100 mètres. Alors peut-être pas en 9 secondes, mais tout le monde peut courir à 100 mètres. Donc je veux dire, c'est le sport le plus universel qui soit. C'est le sport qui anéantit les frontières. Du fin fond de l'Afrique. Comment? On a besoin de rien, finalement. Exactement, on a besoin de rien. Donc voilà, ça aussi, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle. Et lui courait dans la discipline la plus forte de ce sport merveilleux qu'est l'athlétisme. Que ce soit en athlétisme ou dans un autre sport, Valentin, vous devez, vous sportif de haut niveau, d'être irréprochable. On est bien d'accord, parce que des enfants, des jeunes vous suivent sur les réseaux sociaux. Alors c'est encore plus vrai pour Bolt ou pour Neymar, par exemple, joueur de foot, ou pour des tennisman. Lui, durant sa carrière, les 12 ans à peu près où on l'a vu au plus haut niveau, il n'a jamais dépassé, finalement. Il a toujours été dans les clous, même s'il s'amusait beaucoup, on le voyait, il est fêtard, Bolt, mais aucune histoire. Ça, c'est fort aussi, Valentin. On n'a jamais eu de problème. Il me semble un accident de voiture. Voilà, un accident de voiture, exactement. Donc, c'est pas grand-chose, et puis ça peut arriver à tout le monde. Non, c'est vraiment une personne tout à son image. Il aime prendre du plaisir, mais jamais dans l'excès, et toujours dans le respect d'autrui. Il se doit d'être irréprochable, écoutez-le. Oui, complètement. En tant que sportif, il est de ma responsabilité d'avoir une vie exemplaire et de montrer à la jeunesse le bon exemple. J'essaye quand même de m'amuser,
Je vis de manière positive et vraiment je veux montrer aux jeunes qu'il n'y a pas besoin de flirter avec le danger pour profiter de la vie. Je me vois comme un modèle et ça fait partie de mes responsabilités. Vous êtes d'accord, il est un modèle? Ouais, il a été un modèle pendant sa carrière. C'est carrière. une très belle interview, que ce soit les questions ou les réponses. Je trouve que c'est une très belle interview, parce qu'on apprend vraiment à le connaître et à le découvrir pour certains. Oui, je pense qu'il correspond assez bien à l'idée que je me fais d'un modèle. Et il est très respectueux. Il emploie souvent le mot de fans, de fans, de fans. Ça veut dire qu'il est très respectueux de ses fans, des spectateurs. Le respect du public, c'est quelque chose qui est très important chez les artistes, chez les acteurs, chez les chanteurs, chez tout le monde, et aussi chez les sportifs. Le respect du public. Ce n'était pas fake, ça, dans les stades. Il allait à la rencontre quand les caméras n'étaient pas là. Il allait quand même à la rencontre des fans, ou même tout simplement dans les coulisses, dans les coursives de certains stades. Est-ce qu'il discutait avec vous, avec d'autres athlètes, sans aucun problème, pas avec ce statut de star ou de légende? Moi, je l'ai rarement vu. Je le voyais souvent avant les compétitions, donc c'est dur de juger parce qu'il est dans sa bulle. Mais la dernière fois qu'on l'a vu à Marseille, il est venu me voir, il m'a tapé sur la jambe, il m'a demandé comment mon pied allait. Et comment il va, votre pied? Il va bien, il va mieux, mais... Et je me suis arrêté, je me suis dit, c'est vraiment Bolt qui me demande ça, là? C'est vrai que c'est fou. Et j'ai sorti mon téléphone, j'ai montré les radios donc avec les vis dans mon pied et tout, et il était intéressé. Et là, du coup, quand je suis parti, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose quand même. Et donc, oui, pour moi, c'est pas du fake. Il l'a prouvé. Pour moi, ce jour-là, il me l'a vraiment prouvé qu'il était vraiment comme ça, qu'il était entier et qu'il était vraiment respectueux de tout ce qui l'entourait. Vous le sentiez accessible, Nelson. Quand la caméra se coupait, vous le sentiez accessible. J'ai plein de... J'ai notamment un témoignage tout à fait personnel. Nous faisions une émission spéciale Stade 2 à Monaco à l'occasion de la remise des Awards, là, vous savez. À Monaco. Voilà. Et donc, on avait pris rendez-vous avec lui, je crois que c'était 10 minutes. Les 10 minutes se sont transformées en presque 2 heures. C'est-à-dire que donc, il est resté avec nous bien après que les caméras, que la fameuse lumière rouge se soit éteinte. C'est là où on voit... Et d'ailleurs, c'est là où on voit juste les personnalités. Raphaël Nadal en tennis, c'est comme ça. Et j'ai vu Bolt, là je l'ai vu de mes yeux vus, être très gentil avec les enfants, sans caméra. Donc voilà, ça correspond à ce que vient de dire Valentin. C'est vrai que je le vois très bien prendre des nouvelles du physique de Valentin. Donc voilà, il est comme ça, il est profondément comme ça. Et c'est pour ça que je crois que je ne suis pas très inquiet pour l'avenir. Quelquefois on dit que les sportifs ont un peu de mal à se recycler, à se reconvertir. Je ne suis pas très inquiet pour lui. On va parler de son amour de la musique dans un instant, mais c'est l'ADN de Click TV. On écoute de la musique dans les différentes émissions, et c'est le cas évidemment aussi dans Click Sport. Alors en rapport évidemment. On devine laquelle. La musique jamaïcaine. Si je vous dis Bob Marley, ça vous parle? 1978, Jamin, et on revient juste après. Bob Marley, évidemment, le Jamaïcain, 1978, Jamin, pour nous accompagner sur cette spéciale Usain Bolt, si vous nous rejoignez sur Click TV. Alors parlons de la musique, justement. Bolt et la musique, c'est presque indissociable. Première question, Valentin, vous, quand vous le voyez sur une piste avec ses écouteurs, alors vous êtes à peu près tous avec des casques aujourd'hui, mais lui particulièrement sentait un peu s'ambiancer avant des courses, presque quelques secondes seulement avant le coup de pistolet de l'arbitre, j'allais dire de l'arbitre, mais du commissaire pour faire partir la course. C'était surprenant ou pas? Il répétait peut-être sa chorégraphie d'avant start, en fait. Ouais. Non, c'est d'avant, en fait. Start, ouais. Et non, c'est pas surprenant parce que on est beaucoup comme ça. C'est vraiment, on se met vraiment dans notre bulle. Ça vous sert à quoi, en fait, ça? Moi, j'ai envie de savoir. Être tout seul. C'est vrai? Vous coupez du monde du stade? Ah ouais, il y a tout le monde, mais quand t'es seul. Et au moins, peu importe où tu es, peu importe l'ambiance qu'il y a autour, à chaque compétition, tu retrouves la même chose. Donc, c'est plus ou moins les mêmes musiques. Et donc, tu es vraiment dans ta bulle et tu te prépares. Ouais, et Nelson, moi, c'est intéressant parce que vous avez vu l'évolution de certains athlètes depuis quelques années. Bolt a
a démocratisé cela, j'ai l'impression, se déhancher sur la piste, arriver, même l'athlétisme s'est adapté à Bolt avec ses entrées de chaque athlète, un par un, avec des différentes danses. Ça ne se faisait pas à l'époque de Carl Lewis, ça, c'est même relativement récent, c'est même, bien sûr, on va dire, à mi-Bolt. Oui, à peu près, mais c'est lui qui l'a amené, parce que finalement, il créait le show, le public commence à monter, il entrait en dernier, alors qu'il n'était pas forcément au couloir numéro 8 ou le premier couloir, mais il entrait, il dansait. C'est une bonne chose pour l'athlète. Qui êtes un expert en sport, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce qui compte le plus, c'est la proximité. Bien sûr. C'est la proximité. Or, le problème, c'est que ces récentes années font que dans beaucoup de sports, il y a un éloignement des sportifs par rapport à de fans, par rapport à son public. Et Bolt, qui est le plus grand athlète de l'histoire, justement, avait cette proximité. Il recherchait cette proximité, pas que ce soit avec les puissants comme Obama, comme on l'a vu, ou avec le public. Et ça, je crois que les gens ne s'y trompent pas. C'est un garçon d'une grande sincérité. Je trouve que l'exemple de Valentin sur le pépin, et quel pépin, la physique qu'il a eu, et que Bolt prenne des nouvelles, je trouve que c'est un il n'y avait pas de caméra. Voilà, c'est ça. C'est un bel exemple. C'est quelqu'un d'humain, de proche. Et il avait une autre passion, je disais la musique, il aimait bien être DJ parfois. Ça ne m'étonne pas. On va le regarder mixer un petit peu, regardez. Il adorait ça, aller derrière les platines pour mixer avec son casque Usain Bolt. Vous avez une anecdote, vous, d'ailleurs, Valentin, à ce propos? En 2013, finale de la Diamond League, donc dernière compète de la saison, donc une grosse fête derrière. La Ligue de Diamant, donc, c'est la plus grande compétition au monde avec plusieurs étapes. Exactement. Et du coup, on se retrouve soirée de clôture. Ils avaient mis le show totalement sur la Jamaïque. Ils avaient fait venir Sean Paul. Et qui rentre sur scène pour mixer? Usain Bolt. Donc c'était et puis là je pense qu'il a pris plus de plaisir là que sur la piste encore. Il était au max et c'était terrible. Il vivait avec son temps finalement, Bolt. Jeune athlète qui a mûri, mais qui reste accessible et qui va s'intéresser aux mêmes choses que les gars de son âge qui ne font pas d'athlète. Oui, c'est exact. Et en plus, il avait le sens des hiérarchies. Il était toujours très respectueux. Par exemple, quand il rencontrait un chef d'État, bon là, avec Obama, c'est un peu différent parce que c'est Obama qui fait le show. Oui, c'est vrai. Mais sinon, quand il rencontrait, et il a rencontré tous les chefs d'État, il était à Rome, d'ailleurs, il avait rencontré le pape, l'ancien pape, Benoît XVI. Là, il savait comment. Et ça, c'est bien aussi. Il n'y avait pas trop de familiarité quand il ne fallait pas qu'il y en ait. Encore une fois, ce qu'on disait avec quelques ministres, un garçon intelligent. Voilà, exactement. Il parle de cette passion pour la musique et son côté DJ. Écoutez. Moi, j'essaye de jouer un peu de tout. Quand tu es DJ, tu dois mélanger un peu tous les genres. Et c'est ça qui est cool. J'adore la musique partout où je vais. À chaque fois que je vais dans un club et que j'entends un bon son, il faut que j'aille voir le DJ pour faire partie du truc. J'adore cette énergie. C'est toujours cool. Oui, il emploie ce terme « cool ». C'est ce qui ressortait finalement de Bolt en compétition. On ne l'a jamais vraiment senti stressé lors d'une compétition. Peut-être que je me trompe, hein, Nelson, mais vous qui étiez au plus près de cet athlète, à aucun moment on a vraiment eu l'impression qu'il était un peu en stress avant une compétition. Non, peut-être juste son fameux faux départ aux mondiaux de Daegu, était-ce en 2011. Oui, c'est la seule... En 2011, c'est ça. Il a été c'est sa seule bévue où on peut penser que c'était peut-être lié à un certain stress. Mais 2017, il était moins... Sa dernière saison. Voilà, à Londres, mais c'était la dernière compétition de sa carrière, donc mais on se sentait un peu plus fébrile, mais aussi moins souverain effectivement que les années précédentes. Il savait peut-être qu'il n'avait pas gagné et ça le gênait peut-être, mais il y avait l'âge aussi peut-être. Il y avait l'âge et puis il savait que c'était la dernière course de sa vie. Alors l'âge c'est intéressant Karim si vous me permettez, parce que bon, il a 33 ans, Justin Gatlin en a 37, et Justin Gatlin a été médaillé d'or et d'argent aux récents mondiaux à Doha. Justin Gatlin on prépare l'émission, on a dit qui sont aujourd'hui les principales stars de la télé. Je ne sais pas qui sont les principales stars, enfin j'imagine que s'il y a un top 3 ou 4, Justin Gatlin doit en faire partie. Or il a 4 ans de plus qu'Usain Bolt. Et alors je ne sais pas ce qu'en pense Valérie, mais moi j'ai toujours pensé, maintenant moins, j'ai toujours pensé qu'il y aurait pu y avoir un comeback de Bolt. C'est vrai. Ouais, j'ai toujours pensé ça. Quand on l'a croisé à Marseille, est-ce que vous avez cette non, mais plus maintenant. À Marseille, moi j'ai posé la question. J'ai demandé au responsable de Puma et je lui ai demandé alors
parce que Florent Manodou va revenir, et il était là, il était présent, donc j'ai dit, est-ce que Bolt va faire pareil? Mais ils m'ont fait comprendre que c'était vraiment pas d'actualité. Et... non plus. Mais après Londres 2017, je me suis dit en 2018, peut-être que... Bon. Je pense qu'il est passé aussi à autre chose et on parlera de son amour pour le foot. Il a tenté d'ailleurs de faire carrière dans le football. Avant cela, parlons de la Jamaïque. Je disais tout à l'heure, 3 millions d'habitants à peu près. C'est peu finalement pour un pays qui nous a fourni tant de stars de l'athlé. Chez les filles aussi. Chez les filles aussi, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais comment expliquer ce phénomène, Nelson? La Jamaïque qui nous a presque tout le temps fourni ces athlètes de haut niveau. On pense à Yohan Blake aussi, qui est toujours... Je crois que quand des jeunes gens ou des jeunes filles ont faim, je ne vais pas non plus trop tomber dans le misérabilisme. Enfin, il est évident que l'éclosion sociale, l'éclosion personnelle passe aussi par la performance sur la piste. Je pense qu'une partie de l'explication est là. Regardez, le stade d'entraînement ne semble pas être d'un très grand luxe, c'est le moins qu'on puisse en dire. Je pense que c'est la même chose pour certains athlètes d'Afrique noire, type Kenya, Éthiopie, etc. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour ces personnes qui, grâce au sport, se sortent, mon Dieu, de conditions sociales très, très difficiles. J'ai beaucoup d'estime. Vous sentiez cette rage et cette envie différente ces athlètes-là? Au début, après... Au début? Je pense pas que ça a de la rage. Je pense que justement, au contraire, il était... une fois arrivé sur la piste, il a fait le travail avant. Donc il n'y a plus de rage, c'est juste purement du plaisir. C'est pour ça, quand on parlait d'entraînement au début d'émission, une fois arrivé sur le stade, il n'y a plus besoin d'en faire des tonnes, parce qu'il a fait le travail avant. Et c'est dans l'ombre qu'on se construit le champion. C'est pas quand il est sur le stade, c'est trop tard. L'après-Bolt pour la Jamaïque est difficile, Nelson. À Doha, vous parliez de Doha. Sauf chez les filles. Oui, mais chez les garçons. Il y a Yohan Blake qui a fait 5e d'une dernière finale sur 100 mètres, qui est jamaïcain, qui a couru à la même période que Bolt, qui aurait pu prendre le flambeau, le relais, qui ne l'a pas fait. Personne en finale du 200 mètres, aucun jamaïcain. Le relais, qui a été médaillé d'or olympique plusieurs fois avec Bolt, ne s'est même pas qualifié pour la finale. Ça c'est presque un vrai plus significatif. Le relais 4x100 qui ne se qualifie pas pour la finale. Parce que là on parle pas de podium, on parle de finale. Oui, même de finale. C'est-à-dire dans les 8 meilleures nations, quoi. Oui, ça c'est... Il y a un trou générationnel aujourd'hui après Bolt. Je pense, oui. Est-ce que Bolt a tiré beaucoup trop la lumière et on n'a pas réussi à s'occuper des autres athlètes américains, jamaïcains derrière? Pourtant, j'imagine que quand il y a un modèle comme Bolt, on a peut-être envie de l'imiter. Donc j'imagine que des jeunes Jamaïcains, Bolt les faisait peut-être rêver. Mais à l'évidence, vous avez... Oui. Mais à l'évidence, là, il y a un trou, ça c'est peut-être une dépression, le fait de ne plus avoir sa star, ils sont tous un petit peu perdus, ils n'ont plus de repères, donc ils mettent du temps à revenir, mais après, on va voir les années à venir. Parlons de son amour pour le foot. Donc, je le disais, il a commencé par le cricket, mais il aimait beaucoup le foot aussi en Jamaïque. Alors, déjà, il est fan du club de Manchester United. On va le voir avec une photo. Il y a pire. Il y a pire comme... Aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité, mais il reste un fan absolu de United. Je pense aux grandes années, je pense dans les années 90 avec Cantona, Beckham, Giggs. Ça doit venir de là, cet amour pour... on le voit juste ici avec les lunettes et la casquette. Bolt criait lors d'un match à Old Trafford, certainement, à Manchester. Alors, il a tenté de percer dans le foot. Il s'est entraîné notamment avec l'équipe de Dortmund. On va voir quelques images. Et ça vous semblait fou? Parce que moi, personnellement, qui suis le foot régulièrement, je pensais que c'était une blague au début. Je pensais que Bolt parlait de foot comme une blague. Et il était très sérieux, Nelson. Il voulait réussir. Vous êtes beaucoup plus spécialiste de football que moi, mais en tout cas, une chose que j'imagine, c'est s'il se lançait dans un défi, c'était, je pense, pour aller au bout. Alors après, peut-être que les réalités ont pris le dessus, mais je ne sais pas quelle pouvait être l'opinion de Borussia Dortmund ou de Manchester United, qui sont quand même pas n'importe quel petit club. Peut-être aurait-il mieux fait il l'a fait, il est parti en Australie, on va en parler. Oui, mais je pense qu'au départ, quel âge a-t-il sur ces images? Là, il a 33 ans. Oui, non, un peu moins, parce que c'était pendant sa carrière. Voilà. Ça, c'est entre deux championnats. Mais je pense qu'au départ, pénalty de gaucher, qui est pas trop mal tiré. C'est pas mal, ça. Voilà, je pense qu'au départ, c'était pour réussir. Bien sûr. Alors après, les réalités, comme on disait... C'est dur de se reconvertir quand vous êtes athlète, finalement, parce qu'il y a très peu d'exemples de grands athlètes, de grandes légendes qui ont réussi ensuite. Michael Jordan a essayé, en passant du basket au baseball, il est revenu au basket, au golf aussi, puis il est revenu au basket après derrière. Chez les Français, on a peut-être Luc Alphand, qui était skieur, qui derrière a un automobile, Florent Manodou, dont on parlait à l'instant.
l'instant, qui est passé par le handball, qui est revenu, mais pas au très haut niveau non plus en handball. Donc c'est compliqué quand vous êtes athlète sur une discipline. Valentin, vous qui êtes perchiste, est-ce que vous avez une envie, vous voulez devenir tennisman demain ou autre chose ou pas du tout? Moi, je veux bien devenir footballeur. J'ai toujours aimé. Mais je vous ai jamais vu jouer, mais on peut. On organisera ça. Mais je pense que c'est assez difficile, sachant que on a commencé notre sport relativement tôt et on a mis des années avant de percer. Donc après, on a envie je pense que quand on commence les choses, on est vachement exigeant et on va direct à griller des étapes. Et ça, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est assez dur. Alors, il a fait du foot à plus ou moins haut niveau en Australie. Usain Bolt Vous voulez dire par plus ou moins parce que le niveau n'est pas génial en Australie. En 2018, un an après la fin de sa carrière, reconversion dans le foot, il a joué au Central Coast Mariners. C'est en première division australienne, Ligue A australienne en tout cas. Il a même marqué un doublé là-bas en Australie, mais il n'avait pas été conservé à l'issue de son essai. On ne le trouvait pas suffisamment bon pour continuer sa carrière. Je vais dire qu'on ne trouvait pas assez rapide. Assez rapide, peut-être. Donc Bolt a dû se résoudre à arrêter le football à ce moment-là. On va l'écouter. Il donnait une interview pour le Canal Football Club sur Canal il y a quelques semaines. Et on lui posait la question d'où lui vient cet amour pour le foot. Football was just always something you play as a kid. Anything you could get your hands on. Orange, we used to get boxing, we used to stuff it, and then we'd play in the streets. Tennis ball, anything we could get on. Football was just all my life. Even while I was doing track and field, I would play. My coach wouldn't be happy, but I would try to play as much as possible. Il y avait le maillot de l'Olympique de Marseille, ils ont le même sponsor, Bolt. Mais c'est vrai qu'il parlait souvent de foot lors de ses interviews et il a tenté, alors pas avec succès, mais il a tenté de percer dans le foot. Et ça aussi, on peut lui reconnaître, parce qu'il y a des athlètes qui s'arrêtent, et puis derrière, qui ne font aucun autre sport parce qu'ils ont peur de se griller. Lui, il a voulu, quitte à être ridicule, tenter l'aventure. Il a voulu prendre du plaisir. Hein. Moi, j'adore le baby-foot et pourtant, je suis vraiment très, très, très nul. Hein. Mais non, moi, je pense que je ferais comme lui. J'essaierai d'autres sports. Après, il faut essayer. Ok, il a eu la prétention de dire qu'il voulait réussir et à haut niveau. C'était un petit peu un rêve utopique. Hein. C'est parce que tu pousses le ballon et que tu cours très très vite que tu peux percer. Mais au moins, il a eu le courage d'assumer son choix. Il a essayé jusqu'au bout. Pour terminer l'émission, messieurs, et maintenant, la question que je vais vous poser, voilà, il a arrêté en 2017, Bolt, à l'issue de ses mondiaux, à Londres. Depuis, vous la sentez comment, cette discipline? L'athlétisme en général, hein, Nelson, vous qui côtoyez les athlètes sur les stades. Si j'en juge par les récents mondiaux de Doha, c'est vrai que par rapport à Londres il y a 2 ans, heureusement qu'il y a eu quelques éclairs, notamment avec Valentin, c'est vrai que c'était un peu... Il n'y avait pas du tout la ferveur de Londres. Alors, si vous ajoutez à ça, effectivement, le fait que Bolt ait quitté la piste, je pense que l'athlétisme, aujourd'hui, a une vraie responsabilité de reconquête du public. Parce qu'on pense Valentin, mais je pense que l'athlétisme, en ce moment, est plutôt dans un petit creux et qu'il faudrait que ça remonte, et si possible, que ça remonte assez vite. Parce qu'on parle sans arrêt des Jeux de Paris 2024. Soit, très bien, mais enfin, avant, il y a quand même les Jeux de Tokyo 2020. Et donc, voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Valentin, mais je pense que l'athlétisme français, et même mondial, doit assez vite se reconstituer une image, et ça passe par des performances, par des sourires, par du charisme, par le respect du public, par tout ce dont on a parlé pendant... Mais c'est fou que finalement, ce sport, en général, hein, quelle que soit la discipline, à l'intérieur de l'athlète, repose sur l'aura de Bolt. Parce que ce fut le cas, parce que les mondiaux ou les Jeux olympiques, pour des non-initiés, on attendait le 100 mètres de Bolt, on attendait le 200 mètres de Bolt. Qui attend-on aujourd'hui? Le saut à la perche de Valentin. De Valentin. Non, mais c'est vrai en plus. Et de Renaud, son frère. Non, mais on attendait Bolt parce qu'il pouvait battre le record du monde à chaque fois aussi. Donc les gens ont soif de grosses performances, d'exploits et de show. Et Bolt, c'est tout ça. Donc moi, je crois qu'à Doha, j'ai pas regardé la finale du 100 mètres. Et pourquoi en fait? Eh ben... il a dépassé, parce que c'est très rare qu'un sportif, Nelson, dépasse sa discipline. C'est le cas en tennis, peut-être. Ouais, on attend aujourd'hui avec impatience un match de Federer et de Nadal. Ouais. Djokovic aussi, mais Federer et Nadal, on attend avec impatience l'affrontement entre ces deux-là. C'est comparable aujourd'hui? Je pense. Moi, je pense qu'on est orphelin de Bolt, en fait. Il n'y a rien à ajouter. Tout est dit. Je pense qu'on est en train de devenir orphelin de Bolt. Tout est dit. Personne pour vous peut prendre ce flambeau-là? Si. Qui?
Warholm au 400 mètres et je trouve c'est impressionnant ce qu'il fait. Oui, mais le norvégien de mémoire ou suédois, oui, enfin scandinave, norvégien, mais la discipline est tout de même un petit peu plus confidentielle. Le 400 mètres est une discipline magnifique, mais un petit peu plus confidentielle que le 100 mètres, comme on le disait, que tout le monde entier peut faire. Moi, je pense, je dis pas ça pour faire plaisir à Valentin, il sait que je l'aime bien, mais moi, je me souviens que donc Duplantis, Armand Duplantis, le perchiste suédois, qui est donc vice-champion du monde, a dit, mais nous, les perchistes, on offre un plaisir extraordinaire aux gens parce qu'on participe à la plus belle discipline. C'est vrai que le saut à la perche peut retenir ce flambeau. Oui, d'ailleurs, je parlais avec Stéphane Diagana, que vous connaissez tous, disait, le décathlon, c'est formidable, tout le monde peut faire du décathlon. Tout le monde peut faire 9 des 10 épreuves. Pas la 10e. Et la 10e, c'est précisément celle-là. Parce qu'il faut quand même... Hein. Bah oui. Donc, voilà. Donc, je pense qu'une partie, pas tout, mais une partie, je ne dis pas ça parce que Valentin est là, mais une partie du renouveau de l'athlétisme passe par les perchistes qui me semblent avoir en plus cette personnalité. Parce que c'est vrai, avec les perchistes aussi, vous êtes très rock'n'roll. Donc nous verrons. Mais je le connaître un petit peu, il est très rock'n'roll. Oui, en plus, il est charismatique. Mais justement, parlons un tout petit peu de vous, Valentin. Vous reveniez de blessure. Vous avez fait ces mondiaux à Doha. 6e place aux mondiaux. C'est un résultat qui, j'imagine, vous a ravi. C'est un résultat qui me ravit totalement parce que 1 an auparavant, je marchais à peine et on m'a dit comme quoi ça allait être très très dur de recourir. On m'a dit tu pourras refaire de la perche mais t'enflamme pas, hein. Le haut niveau c'est fini, donc quand tu apprends des choses comme ça c'est assez dur et par la passion, l'envie et je pense un petit peu presque l'insouciance, pas dû à mon âge parce que je suis plus jeune, mais l'insouciance de l'amour que j'ai pour tout ça, j'ai réussi à revenir. Donc pour moi, c'est un résultat. L'objectif, c'est quoi maintenant? C'est Tokyo, j'imagine, les Jeux Olympiques 2020. Exactement. C'est prendre du plaisir, aller à Tokyo et revivre des merveilleux moments en communion avec le public. Vous y serez, Nelson? Oui, j'y serai. J'aurai beaucoup de plaisir à accompagner Valentin, son frère, et voilà, et tous les athlètes français. Parce que je pense que l'athlétisme français mérite mieux que ce qu'il y a eu à Doha. Voilà. On va terminer peut-être avec cette question pour vous deux. Si vous deviez retenir une image, un moment de la carrière de Bolt, ce serait lequel, Valentin? Le moment où Gatlin se met à genoux devant Bolt, il me semble que c'était en 2017. Et alors que Gatlin avait gagné et Bolt fait troisième. Et Gatlin se met à genoux devant lui et Bolt lui dit relève-toi, c'est ton jour, c'est ton moment. Alors c'est lié à ça, parce qu'on en a parlé un petit peu il y a quelques minutes, c'est quand Bolt demande justement au public de Londres de ne plus siffler Gatlin. Et c'était extraordinaire parce que le public, il y a eu un retournement et le public a chaleureusement applaudi Justin Gatlin. Et ça dépasse la performance, c'est l'homme qui s'exprimait. Oui, les deux images sont assez liées. Mais si je dois retenir une image, c'est le jour où il me tape sur la cheville, le genou, il me demande comment ça va. Parce que je me suis rendu compte pas le sportif, mais quel homme il était. L'humain. Exactement. On a pris du plaisir à parler de Bolt pendant quasiment 1 heure avec cette interview effectivement qui nous a beaucoup servi aussi pour connaître la personnalité de Bolt qui est, on l'a vu, une personnalité attachante en dehors des caméras. On a pu le vérifier nous trois finalement. Moi aussi j'ai eu cette chance un tout petit peu et c'est vrai que c'est effectivement il a cette aura et cette distance. Vous êtes presque en train de faire le geste. Et je suis presque en train de faire ça. Qu'il l'a fait d'ailleurs avec plaisir. Hein, il le disait dans cette interview. On n'a pas entendu, mais à chaque fois, quel que soit l'endroit où je passe, on me demande de le faire et je le fais avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Et oui, même Barack Obama, l'homme le plus puissant de la planète, l'a fait avec lui à l'époque. Merci messieurs d'être venus dans Click Sport pour parler pendant 1 heure de Bolt. Vous êtes les bienvenus pour reparler d'athlétisme pendant 1 heure dans cette émission. C'est la saison 2 de Click Sport. L'an dernier, nous avons fait plusieurs Click Sport autour de certaines légendes. Je pense à Mohamed Ali, Mike Tyson, Michael Jordan. Des émissions qu'on peut retrouver évidemment sur MyCanal et sur Click TV. Pas un mauvais casting. Pas un mauvais casting. Pas mal. Merci beaucoup messieurs et à très vite dans Click Sport. Ciao.